Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan numéro 3 du mois d'octobre et comme il n'y a pas tant de lectures que ça à présenter, dont des graphiques, je vais tout finir le mois d'octobre ici et je vais réussir, je pense, à être en bilan quasiment en temps réel et ça c'est une très bonne chose. Donc c'est parti, on y va. Premier livre que premier livre que je vais vous présenter ici, c'est un livre du défi lecture, donc je vais pas forcément rentrer énormément dans les détails vu que la vidéo est sortie la semaine dernière que je vous remettrai en barre d'infos où je développe un petit peu plus mon avis. C'est Puzzle de Franck Tillier, qui est un thriller sans policier, qui est un thriller assez angoissant. Dans Puzzle, on va suivre deux protagonistes principalement, qui s'appellent Ilan et Chloé, qui étaient en couple mais qui ne le sont plus et qui depuis un certain temps apparemment essaient de trouver un espèce de jeu grandeur nature qui promet de faire gagner 300 000 € si on arrive à y participer. Et pour ça il y a toute une série de codes, de trucs à déchiffrer, etc. pour rejoindre le jeu. C'est ce que vont faire Chloé et Ilan, ils vont se retrouver embarqués dans ce jeu et je vous laisserai découvrir, mais c'est pas le genre de jeu où moi personnellement je serais allée. Sincèrement, je ne comprends pas qu'on se lance là-dedans. Mais soit, après, ça c'est mon côté très terre à terre, voilà, qui s'exprime. Dans Puzzle, on va être dans une ambiance qui est très très glauque, très particulière. Il va y avoir cette impression un petit peu de fantastique, un petit peu tout le temps présente, omniprésente. Et comme il y a des choses qui se mêlent à ce résumé que je viens de vous faire, à savoir par exemple les parents d'Ilan qui sont morts mystérieusement, une histoire de cahier avec des secrets qu'aurait laissé le père, etc. Enfin, il y a plusieurs éléments qui se mêlent à tout ça, qui viennent du passé des protagonistes, et notamment des meurtres qui ont été commis X temps plus tôt. On ne sait pas trop en termes de temporalité comment ça se déroule, mais on introduit en fait le livre sur ça, sur 8 personnes qui sont retrouvées assassinées. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mêlent à l'ambiance générale et à l'histoire du jeu, qui font que c'est relativement angoissant, c'est assez glauque, c'est assez dérangeant comme ambiance. C'était une lecture sympa, c'est une lecture qui s'est lue assez rapidement, qui a fait le job en termes de, voilà, d'intrigue, d'ambiance, d'histoire. Après, pour être tout à fait honnête, j'ai pas été énormément surprise par la fin. Je m'y attendais un petit peu, il y a des choses que j'avais carrément vu venir, d'autres un peu moins, mais j'ai pas non plus été hyper surprise. Donc je pense très sincèrement que c'est entièrement dû au fait que j'ai lu beaucoup de thrillers quand j'étais adolescente et que je pense que j'ai vu pas mal de clés de, voilà, de dénouement de ce genre de livre et que du coup c'est un peu plus difficile maintenant pour moi d'être surprise. Mais c'était quand même sympa. Je pense que si vous aimez le thriller, ça reste une référence d'après ce que j'ai cru comprendre puisque c'est pour ça que je l'ai lu. Ça va pas ça va pas rester, je pense, une lecture extrêmement mémorable pour ma part, mais ça a fait le job. Ça a bien fonctionné et dans l'ambiance et dans le défi lecture et donc c'est tout ce que je lui demandais. Je ne m'attendais pas spécialement à adorer, mais c'est aussi parce que c'est pas le genre de lecture peut-être qui me touche le plus parce que en termes de sous-texte et en termes de thématique de fond, c'est pas hyper riche. On est vraiment sur l'histoire, sur le déroulement de l'histoire et l'objectif du livre, c'est de vous faire ressentir des émotions assez fortes par rapport à ce qui peut se passer et vous faire un peu vous creuser la cervelle. Donc voilà, je pense que c'est aussi ce côté-là qui pour moi manquait. J'ai trouvé que le début était un peu long, la mise en place était un petit peu longue et qu'il y avait une très très grosse accélération sur la deuxième moitié qui faisait que tout était embrouillé et en même temps ça correspondait à l'état d'esprit des personnages donc ça fonctionnait aussi, mais bon voilà. Dans l'ensemble je dirais que c'était une lecture sympa. Je vous remets le défi lecture où j'en parle de manière je pense plus détaillée en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais je ne vais pas ajouter grand chose dans la mesure où je peux pas rentrer dans les détails sans vous spoiler la fin, ce qui est un peu dommage puisque de toute façon les livres, les polars, les thrillers, les policiers, tout se joue sur ce dénouement d'intrigue, donc voilà. En parallèle de Puzzle, j'ai lu Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro, qui est un SP que j'ai reçu de la part de l'école des loisirs, que j'avais très envie de lire, donc je l'ai lu quasiment à sa sortie je pense, et je l'ai lu dans la foulée. Parce que c'est un jeunesse, c'est tout petit, c'est écrit relativement gros comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment ce genre de livre qui se lit tout seul. C'est pour les 13 ans et plus je crois, et dans Vainqueuse, on va suivre le personnage de Siniska, qui est une princesse de Sparte, et qui, de par son statut social, peut prétendre à la formation, à suivre la formation des Spartiates, qui était normalement exclusivement réservée aux hommes, sauf que Siniska n'a aucune envie de se retrouver enfermée dans le rôle attendu
pour les femmes, le rôle social des femmes. Donc elle fait tout pour se démarquer. Et dans une première partie, rentrer dans cette formation de Spartiate et partir à la guerre et se distinguer par ses faits d'armes. Et dans la deuxième partie, je vous laisserai découvrir, mais ça va un petit peu évoluer, tout en restant dans le même un peu état d'esprit, mais en changeant un petit peu de point de vue. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé qu'il avait de très grandes qualités en termes de sous-texte, en termes de thématiques abordées, de manière dont c'était abordé et aussi par la clarté des propos. C'est-à-dire qu'il se retrouve un petit peu dans la même structure narrative que Boudica en version jeunesse. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est assez factuel, qui est assez clair, assez précis, où on va pas forcément développer pendant des pages et des pages la psychologie des personnages, qui pour moi fonctionne très bien parce que on est sur la découverte d'un personnage historique avec ses parts de ces parties romancées, mais malgré tout un contexte assez historique. Et pour moi, l'objectif ici, c'était plus de mettre en avant ce personnage historique et de parler des thématiques propres à ce genre de personnage, c'est-à-dire la volonté de bouleverser un petit peu la société de par ses actes, de par ses choix de vie. Et c'est ce que fait le livre, et c'est très intéressant. Il y a toute une part culturelle aussi qui était hyper intéressante en termes de vocabulaire, en termes de description culturelle, de culte, qu'il soit religieux ou plus dans la vie classique, la vie du quotidien, que j'ai beaucoup aimé. On a aussi au début, je le précise parce que je trouve ça très intéressant, une carte qui est extrêmement claire, un petit peu comme il y avait dans Morgane Pendragon, où on se retrouve très très bien, et c'est hyper intéressant de pouvoir resituer un petit peu les lieux historiques qu'on peut connaître, genre Sparte, Troie, etc., mais sur une carte réelle, donc en fait transposée à notre réalité géographique à nous. Et on a aussi voilà, les personnages avec une petite explication de qui ils sont, et à la fin, Jean-Laurent Del Socorro nous fait non seulement un glossaire qui est hyper intéressant parce que ça reprend à la fois des divinités évoquées comme des mots de vocabulaire assez précis, et il explique dans son... comment on appelle ça? Je sais plus le mot, je n'ai plus le mot. Ce qu'il appelle des précisions historiques, voilà, donc sa note de fin en fait, ce qu'il a repris d'historique et ce qu'il a dû inventer, tisser, créer. Et c'est hyper intéressant parce que ça apporte beaucoup de choses d'un point de vue culturel et d'un point de vue connaissance d'une époque passée qui est assez peu connue, hein, parce que l'Antiquité dans l'ensemble, à part Athènes, on ne sait pas grand-chose en fait. Donc c'est vraiment très très chouette, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, j'ai trouvé que les thématiques autour des femmes étaient vraiment bien abordées. Je trouve que Jean-Laurent Del Socorro a une compréhension assez fine de ce genre de thématiques, et c'est hyper intéressant du coup de retrouver ça dans un ouvrage jeunesse, parce que même si c'est pas... c'est quand même assez clair, et elle le dit assez clairement, mais c'est pas plus creusé que ça en fait, c'est-à-dire que on donne ça à lire à un public jeunesse, et après ça va juste nourrir en fait la réflexion du public, consciemment ou pas, et aussi ça va nourrir la vision qu'ont les personnes qui lisent ce genre de livre de la vie et des relations, et voilà. Et ça c'est très très chouette. Autre point que je noterai avant de parler d'un autre livre, c'est tout l'aspect sororité qui était excellent, que j'ai beaucoup aimé, puisque ici on a pas mal de personnages féminins. On n'en a pas forcément énormément qui sont beaucoup au devant de la scène, c'est beaucoup Siniska, mais pas mal de personnages féminins quand même qui vont être vraiment dans la volonté d'entraide. Et ce que j'ai trouvé assez remarquable et intéressant, et qu'on devrait, je pense, appliquer de manière générale aux luttes féministes, c'est que même les personnages féminins qui ne se reconnaissent pas dans le combat de Siniska, c'est-à-dire le droit d'avoir une formation physique, militaire, etc., vont soutenir la démarche de l'héroïne pour que toutes les femmes aient le droit, même si elles-mêmes n'en ont pas envie en fait. Et ça c'est hyper intéressant et c'est hyper important. Donc c'était vraiment une très chouette lecture que je vous recommande, qui se lit très très bien, qui était riche et que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, ou en parallèle, je sais plus trop à force, j'ai lu La Clé des Champs d'Audrey Follo, qui est un jeunesse, qui est un middle grade, où on va retrouver une jeune fille. Alors les prénoms, comme toujours, voilà, je crois que c'est Robin. On va retrouver le personnage de Robin qui vit dans une famille de voleurs, et on est dans notre univers à nous, à notre époque, etc. Sauf qu'il y a une espèce de société parallèle secrète qui est la société des voleurs, où il y a tout un tas de façons de vivre, de rituels, etc. Parallèles à ce que nous on connaît. Et le problème de Robin, c'est qu'elle n'est pas tellement très à l'aise avec ça, qu'elle n'est pas une très bonne voleuse, et qu'elle va devoir passer sa cérémonie d'initiation qui est à je ne sais plus quel âge, et qu'elle est un petit peu angoissée parce que si elle rate, elle va être envoyée dans le monde des communs, des non-voleurs. Ça a un nom mais je ne sais plus très bien. Et
Et donc elle va se retrouver envoyée dans une école de voleurs pour réussir cette cérémonie d'initiation. En parallèle de ça, une fois qu'elle arrive là-bas, une fameuse clé des champs va être volée, qui est une espèce de presque d'artefact dans l'univers des voleurs, et elle va enquêter pour la retrouver. On va être dans beaucoup de choses très intéressantes, que ce soit en termes d'écriture, parce que l'écriture est vraiment excellente et de qualité. On est vraiment sur une plume qui est à la fois hyper fluide, hyper accessible, mais qui est belle et bien écrite et pas simpliste. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, que je trouve très intéressant, avec un vocabulaire riche mais accessible. Enfin, c'est vraiment la bonne mesure pour moi en termes de jeunesse pour cette tranche d'âge-là, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé toutes les thématiques qui étaient abordées. On va avoir plein de personnages très différents, que ce soit des personnages en situation de handicap, que ce soit des personnages avec des problèmes, je ne sais pas moi, il va y avoir des personnages qui vont avoir des problèmes de santé typiquement. Il y a un personnage qui fait de l'épilepsie, le personnage de Robin, je crois, a des crises d'angoisse. Enfin, vraiment, on a une grande diversité en termes de représentation qui est importante et intéressante, et qui est beaucoup plus proche de la réalité que ce qu'on peut retrouver de manière générale avec des personnages qui n'ont aucun problème et qui sont tous dans la norme telle qu'on se la représente, alors que c'est pas ça la vraie vie, quoi. Et c'était très chouette. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses qui étaient abordées en sous-texte, que ce soit le harcèlement scolaire par exemple, qui était aussi très intéressante, et encore une fois, je le redis, mais très importante pour la tranche d'âge visée, puisque c'est des choses qui existent et dont il faut parler, et qui ici sont très bien abordées, avec ce côté, comment vous dire, un peu décalé par moment, qui fait que ça reste relativement léger, tout en ne prenant pas les thématiques pour des choses futiles, vous voyez. Et je trouve que vraiment la mesure est très très bonne, ça s'est lu tout seul. Le personnage de Robin était vraiment une très bonne représentation de préadolescente, parce qu'elle avait ces côtés typiques de cet âge, qui peuvent être, une fois qu'on est adulte, un peu agaçants, mais qui sont en fait juste normaux et la vraie vie. Et en même temps, elle tombait pas dans ce travers d'être, de vouloir être forte au détriment d'autrui, et en tombant dans le cliché de du coup je déteste tout le monde, je rejette tout le monde, etc. Il y avait vraiment encore une fois une très bonne mesure qui était une très bonne balance dans son caractère, dans sa manière d'être décrite, qui était intéressante, et aussi dans ses réactions. Donc moi j'ai beaucoup aimé ça. Les personnages secondaires étaient tous très intéressants. Le personnage du directeur de l'école est assez caricatural, mais c'est ce genre de personnage caricatural qu'on aime bien retrouver parce que ça nous parle et ça nous rappelle des choses. Enfin, c'est vraiment une lecture, quand je l'ai lu, qui m'a replongée dans un petit peu cet état d'esprit que je pouvais avoir quand j'étais à cet âge-là et que je lisais ce genre de livre, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc, vous l'aurez compris, c'est une lecture que je vous recommande les yeux fermés. Si vous aimez le middle grade, vous aimez ces ambiances qui ne sont pas franchement magiques, mais il y a un peu de magie quand même quelque part dans l'ambiance générale sans être concret, c'est vraiment quelque chose qui peut totalement vous séduire. En octobre, j'ai lu également Demain et demain et demain de... J'ai perdu le nom de l'autrice, je sais même plus si c'est une autrice, c'est Gabrielle Zevin, je crois. Je vous remettrai la couverture de toute façon, je pense que tout le monde voit de quel livre je parle. Demain et demain et demain, ça va parler de deux jeunes préadolescents au début. Il y en a un des deux, donc le garçon, qui est à l'hôpital parce qu'il a eu un accident de voiture assez grave et qu'il a un pied qui est réduit en miettes et qui nécessite beaucoup d'opérations et d'interventions chirurgicales. Et donc il est là en tant que patient, et on va suivre une jeune fille, alors encore une fois les noms, comme d'habitude, qui vient, elle, pour voir sa sœur qui a un cancer et qui donc est hospitalisée, et tous deux vont se retrouver dans la salle de jeu de l'hôpital pour enfants et vont jouer aux jeux vidéo, qui est une de leurs passions communes. Et on va suivre cette relation sur plusieurs dizaines d'années, avec tout ce que ça implique en termes de moments de très forts d'amitié, et aussi de disputes, de moments où on n'a plus envie de se voir, on n'a plus envie de se parler, de moments où... Enfin voilà, c'est vraiment une relation d'amitié qui va être très longue et très bien menée. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que d'une part l'écriture était très belle, très cinématographique, je voyais vraiment des images dans ma tête quand je lisais ce livre, ce qui ne m'arrive vraiment quasiment jamais. Là j'avais des scènes, il y a des moments où j'ai des scènes qui sont assez encore marquées en moi parce qu'elles étaient très très visuelles, et que j'ai trouvé que c'était vraiment
fort et bien fait en fait. Et j'ai beaucoup apprécié cet aspect, tout ce qui est autour de l'écriture de manière générale. C'est un livre qui parle de beaucoup de choses et ça va être compliqué d'aborder toutes les thématiques dont il peut parler parce que c'était vraiment très riche. Vous imaginez bien, hein, la vie d'un individu sur une trentaine d'années, c'est riche en évolution, en changement, en choix de vie aussi. Et donc c'est difficile de tout aborder. Mais j'ai trouvé que beaucoup de choses étaient abordées et beaucoup de choses très intéressantes. Que ce soit au niveau de la jeune femme qui va être au MIT, je crois, pour voilà, se former autour des jeux vidéo et qui va entamer une relation avec un de ses professeurs et qui est assez très très nuancée comme relation. Alors de base très toxique parce que c'est un professeur et que je n'approuve pas ça, mais par la suite qui va évoluer une fois qu'elle va quitter le MIT, que leur relation va évoluer et qui dans l'ensemble n'est pas une relation que j'approuve du tout, mais qui était intéressante en termes de rapport parce que c'était justement très très nuancé en fait. C'était pas tout blanc, tout rose, très loin de là. Il y a beaucoup de choses très négatives, mais aussi des choses plutôt intéressantes qui sont amenées par cette relation. On va aussi suivre le troisième en fait du trio puisqu'ils vont se retrouver en trio vu que le jeune homme est en colocation avec un autre jeune homme et du coup ils vont se retrouver un peu en trio à travailler tous les trois et donc on va avoir les deux amis qui vont concevoir les jeux vidéo etc etc et le troisième qui va être plutôt celui qui va s'occuper de tout le reste en gros et c'est aussi des relations à trois que j'ai trouvé vraiment bien faites, que j'ai trouvé bien abordé, j'ai bien aimé la manière dont ça a évolué. J'ai adoré ce personnage masculin, donc le troisième dont je ne sais plus le prénom, bien évidemment, qui au début est un peu secondaire. Ah, c'est Marx. J'ai adoré le personnage de Marx parce que j'ai trouvé qu'il était d'une bienveillance, d'une patience, d'une douceur exceptionnelle. En plus, c'est un personnage qui est bisexuel, donc qui, bah voilà, a une façon d'envisager les relations qui est différente des autres personnages. Enfin, c'est vraiment un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'ai trouvé nécessaire en fait. Au début, c'est un personnage secondaire, mais il devient nécessaire à l'histoire et au protagoniste pour plein de raisons, et j'ai adoré ça. Je sais pas trop quoi vous en dire de plus parce que j'ai pas pris de notes vu que je l'ai lu en numérique, mais il y a vraiment beaucoup de thématiques qui sont abordées, que ce soit en termes de relations, de sexualité, de manière de vivre, de relations intrafamiliales, de religion, d'amitié, de rapports entre les individus. Enfin, vraiment énormément de choses sont abordées et je pense que c'est très intéressant. Il y a plein de moments où j'ai trouvé que c'était très beau, très doux. Il y a plein de moments aussi où je comprenais les choix des personnages sans pour autant être forcément d'accord avec tous. Enfin voilà, il se passe beaucoup de choses. J'ai aussi pleuré dans ce livre parce qu'il y a des moments très forts en émotion, mais c'était une très bonne lecture. Je peux pas vous dire que c'était un coup de cœur absolu, mais c'est quand même une lecture qui reste assez forte en moi et que je pense que j'aimerais relire, que j'aimerais me procurer en papier et relire ultérieurement parce que il y a quelque chose de très fort qui s'est joué à cette lecture et j'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Donc je pense qu'une deuxième lecture pourrait m'aider à éclairer, à m'éclairer sur ça et de toute façon j'y repense régulièrement. Donc je pense que ça fait partie de ces livres qui peut-être gagne à être relu, je ne sais pas. En tout cas, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai été embarquée autre part, j'ai été totalement étonnée de ne pas être rebutée par l'aspect jeu vidéo, qui est un truc qui m'intéresse pas du tout. Et en fait, c'est très présent, mais c'est abordé d'une manière très différente de ce à quoi j'ai l'habitude. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur le côté artistique, sur le côté création d'univers, création d'histoire, que le côté très technique de la chose et j'ai trouvé ça passionnant et ça m'a fait réaliser plein de trucs sur les jeux vidéo et que j'avais pas enfin que j'avais pas conscience quoi, genre tout le côté il faut écrire une histoire, il faut penser aux détails de cette histoire, enfin c'était incroyable, c'était vraiment comme presque écrire un roman sauf que ça se transformait en jeu vidéo quoi. Donc voilà, si vous n'aimez pas les jeux vidéo, n'hésitez pas à y aller parce que moi je suis vraiment pas du tout fan de ce genre de thématique et j'ai totalement adhéré. Donc si c'est ça qui vous rebute, bah, tentez-le quand même parce que c'est beaucoup plus une histoire d'humain et de relations que de jeux vidéo. En octobre, quand j'étais donc en vacances, j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Je vais pas beaucoup en parler parce que c'est pas une lecture que j'ai appréciée. Dans Un automne pour te pardonner, on va suivre en gros des jeunes qui sont dans une espèce de collège, ça se passe en Écosse, et qui sont vraiment dans la mentalité Gossip Girl, c'est-à-dire des jeunes riches, imbus de leur personne, qui croient que tout leur est permis, et qui sont très très méchants et très mauvais envers d'autres personnes. Et donc on va suivre un des personnages de ce groupe suite au décès à un autre
dans le groupe. Donc il y a 4 garçons et une fille, donc ils sont 5. Il y en a un dans le groupe qui est un peu le leader du groupe qui va mourir de manière assez violente, hein, c'est un assassinat, et un autre dans le groupe va être accusé, et on sait très très rapidement et de manière assez évidente qu'ils avaient plus ou moins une relation, alors que celui qui est décédé était en couple avec la fille du groupe. Mais tout le monde le sait et personne n'en parle en gros. Et donc ce garçon qui est accusé, qui s'appelle Lou, va demander à une jeune femme avec qui il était à l'école, au lycée je crois, et que le groupe a pas mal harcelé, de le représenter, parce qu'elle est avocate, elle est en train de devenir avocate, elle fait ses études, et donc au cabinet où elle travaille, de le représenter. Et donc va s'engager une espèce d'enquête, parce que finalement le personnage qui est mort, qui s'appelait Rory, a laissé des indices pour comprendre, et on sait pas très bien comment c'est possible, mais il a laissé plein d'indices, plein de mots, de trucs cachés, et il y a toute une enquête qui se met en place, tout en créant cette romance entre Lou et la jeune fille, dont je ne sais plus le prénom, qui a été, elle a un prénom, Camélia je crois, elle a un prénom de fleur. Donc entre Lou et Camélia, et donc une romance se crée, mais ça on le sait dès le début, puisque c'est une romance, et c'est vendu comme une romance. Je sais pas si mon résumé est très clair, mais en gros il y a un côté romance, un côté enquête, les deux se mélangent un peu bien évidemment, et on est dans une ambiance, voilà, assez un peu Dark Academia quoi, somme toute c'est ça. Pourquoi j'ai pas forcément apprécié? Alors, l'écriture, il n'y a pas de souci particulier. C'est même plutôt bien écrit, il n'y a pas de souci avec ça. Je pense que c'est purement subjectif. Je n'ai pas aimé parce que je n'aime pas Gossip Girl et je n'aime pas ce genre d'ambiance, je n'aime pas ce genre de personnage, je n'aime pas les descriptions trop stéréotypées des personnages, que ce soit physique ou mental. Je n'aime pas les personnages qui se cachent derrière un passé trouble ou des trucs difficiles pour être de mauvaises personnes. Finalement, le personnage de Lou est celui que j'ai le plus apprécié, alors que c'est peut-être celui au début qui pourrait faire le... Enfin non, celui qui est mort est vraiment le plus gros des salauds, mais au début, Lou, on sait pas trop, et au final, c'est celui que j'ai trouvé le plus intéressant. Mais ce que j'ai trouvé dommage, en fait, c'est que c'était pas tant creusé que ça. Ça reste beaucoup sur la romance, et ça reste très très physique, et c'est quelque chose qui, moi, ne m'intéresse pas, en fait. Donc je vous dis pas que ça peut pas vous plaire, je vous dis pas que c'est mauvais, mais voilà, c'est pas le genre de truc que j'aime en fait, tout simplement. Et voilà, je suis allée jusqu'au bout parce que je voulais le fameux de l'enquête, mais j'ai pas été surprise, je l'avais vu venir. Il y a 2 révélations, je crois. Il y en a une que j'ai vu venir de très très loin, et l'autre que j'ai vu venir au début de la deuxième moitié. J'ai commencé à le sentir arriver, donc j'ai pas été surprise par les révélations finales. Et j'ai trouvé que l'enquête était bah voilà, c'était pas incroyable. En fait, c'est pas, si vous voulez, c'est une romance qui inclut ce côté enquête, mais c'est pas vraiment du roman policier, donc c'est peut-être un peu léger, en fait, comme je vous disais avant pour Puzzle. En fait, j'ai lu beaucoup de ce genre de livres, et du coup, c'est trop léger pour moi, en fait. Je vois trop arriver les trucs, et je trouve trop vite que c'est voilà, bon bref. Mais encore une fois, je le redis, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que ça n'est pas intéressant, tout ce qui est toxique est dénoncé, c'est le plus important. Il y a pas mal de diversité dans les représentations, c'est aussi hyper intéressant. C'est juste que moi j'accroche pas avec ce genre de livre, et c'est tout, c'est pas grave. Donc si vous aimez les romances, si vous aimez ce genre d'ambiance Dark Academia avec ces personnages très riches et très détestables, ça peut vous plaire. Voilà, je pense que ça peut vous plaire parce que je pense que ça a plu à plein de gens, et j'ai vu que des bons retours, donc c'est juste que c'était pas pour moi. Je l'ai tenté, ça a pas marché, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, encore un livre dont je vais vous parler assez brièvement puisque ça fait partie de mon défi lecture, c'est le tome 1, enfin en tout cas la première partie de Swan Song de Robert McCammon, que mon frère m'a offert en août, je crois. Il me semble, celui-ci, et l'autre en septembre, que j'ai lu que dans le cadre du défi lecture, dont j'ai pas mal parlé en défi lecture, donc je vous remettrai encore une fois ce défi lecture en barre d'infos, ça sera plus simple si vous voulez beaucoup de détails. Je vais vous la faire très rapide. Swan Song, en gros, c'est le moment où c'est l'apocalypse. La Russie tire des bombes nucléaires sur les États-Unis, vice-versa. L'intégralité de l'humanité est détruite, en tout cas de la civilisation est détruite, et il y a très peu de survivants, comme vous pouvez l'imaginer quand une bombe nucléaire explose, et que là on multiplie par X bombes parce que vraiment ça pète de partout. Donc on est dans ce moment charnière où tout pète, et où les humains se retrouvent plus ou moins seuls, plus ou moins perdus. Ils l'ont pas vu, enfin ils savaient que ça pouvait arriver, mais voilà, ils ont été surpris par ce qui s'est passé, et où finalement on va rentrer dans cette dynamique de survie, dans cette dynamique de comment faire pour survivre, parce que tous sont en mauvais état, à minima ils sont irradiés, et pour certains ils sont extrêmement brûlés et abîmés physiquement et blessés. Donc le livre débute vraiment sur ce basculement et cette dynamique de se déplacer pour survivre.
En temps normal, je suis pas une grande fan de romans où ça se déplace beaucoup, mais là c'est hyper intéressant parce que tous en fait semblent, enfin c'est la manière dont c'est décrit qui est intéressante, c'est-à-dire que tous se déplacent sans savoir franchement pourquoi, parce qu'ils ne savent pas s'il y a un ailleurs, mais tous ont l'intime conviction qu'il faut se déplacer pour survivre, et on va suivre différents groupes de personnages. Donc on va suivre Sister, qui était une femme SDF qui était à la rue, qui sortait d'un hôpital psychiatrique, enfin en tout cas un certain nombre d'années auparavant, et qui n'avait plus toute sa tête, et qui va se retrouver, bah voilà, comme un petit peu tous les groupes, à s'allier à des gens, et puis les alliances vont se défaire, etc. Mais on va suivre ce personnage qui va trouver au tout début, juste après l'explosion, un espèce d'objet magique fait de verre fondu, de pierres précieuses, qui semble avoir des pouvoirs. Je vous en dirai pas plus. Et elle va partir de Manhattan où elle était pour aller ailleurs. On va suivre le personnage de Swan, qui est une petite fille qui était avec sa mère et qui était dans une espèce d'épicerie américaine, un peu dans la campagne, et qui va se retrouver avec deux autres hommes qui étaient sur place. Et pareil, toute une dynamique avec ce groupe-là va se mettre en place, avec encore une fois des pertes et des nouveaux arrivants dans le groupe. Et on va suivre enfin un groupe de survivalistes qui prévoyaient ça, qui ont fait une espèce d'abri supposément étanche, anti-atomique et tout, sauf que quand ça pète, tout pète, et donc eux aussi doivent se déplacer. Et donc on suit principalement un militaire qui est à la tête de ce groupe-là, avec un jeune garçon qui a 14-15 ans, je crois, 14 ans je crois qu'il a, qui était présent avec sa famille, voilà, dans cette espèce d'abri, et qui a survécu. Et eux aussi vont devoir partir parce que leur abri n'existe plus, quoi. Donc, bref. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est vraiment toute la manière dont on pense le post-apo, et aussi l'aspect très réaliste de ce post-apo, c'est-à-dire que y a des descriptions, enfin comment vous dire, on n'occulte pas le côté blessure, douleur, traumatisme. Et ça c'est intéressant parce que c'est souvent fait en post-apo. Les gens vivent des choses affreuses et on dirait que ça les a pas blessés physiquement ni mentalement. Et là c'est pas le cas et c'est bien fait. J'ai aussi trouvé hyper intéressant le fait qu'on arrive à ce moment où finalement l'humanité bascule dans il y a plus de civilisation, donc c'est la loi du plus fort, et on voit ça se mettre en place tout doucement au fur et à mesure des pages, comment les techniques et ce qui est mis en place pour la survie de chacun, que ce soit par groupe ou individuellement. Et ça aussi c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Je trouve que c'est un bon livre, il n'y a pas trop de sexisme, c'est pas encore trop flagrant apparemment, c'est plus dans la deuxième partie, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai lu, puisque ça n'est pas encore le cas, mais cette première partie était vraiment très chouette, très bonne, c'était très addictif, c'est quand même un gros bébé, hein, ça fait 500 pages, mais je l'ai lu, voilà, j'étais à fond dedans, je voulais savoir, dès que j'avais 5 minutes, je me posais pour le lire et je le reprenais avec aisance, malgré le nombre de personnages, malgré les points de vue qui changent tout le temps, et j'étais dedans et j'étais pas perdue, quoi. Donc c'était vraiment très agréable. Bref, je vais pas plus vous en parler. J'en ai parlé en défi lecture, j'ai beaucoup plus développé les choses. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir cette vidéo et vous serez servi en termes de développement. Mais sachez que j'ai beaucoup aimé. Donc hâte de lire la suite dès que j'aurai le temps. Dernier roman avant de passer aux lectures graphiques, c'est La mer de la tranquillité d'Emily St. John Mandel, qui est un SP que j'ai reçu de la part de Rivage, qui me l'a très gentiment envoyé en même temps qu'un autre que je vais prochainement lire. La mer de la tranquillité, c'est un récit qui est très très particulier mais qui est absolument génial. Donc, je vais vous lire le résumé parce qu'il sera vraiment meilleur que le mien et il n'est pas spoilant. Quel est cet étrange phénomène qui semble se produire à diverses époques et toujours de la même façon? Dans les bois de Cayette, au nord de l'île de Vancouver, des gens entendent une berceuse jouer au violon accompagnée d'un bruissement évoquant un engin volant qui décolle. L'expérience est intense mais brève au point que l'on pourrait croire à une hallucination. C'est un très bon résumé, moi j'aurais pas pu en faire autant. Donc, La mer de la tranquillité, c'est un roman qui est construit pour moi vraiment en 2 temps. On a une première moitié qui est assez descriptive, où on va être dans une espèce de très lente montée, où on va retrouver différents personnages à travers différentes époques. Donc il y a 1912, 2000, je sais plus combien, dans les années 2020 en tout cas, plutôt notre époque. Après 2200 et 2400. Et tout se met en place lentement. On nous donne toutes les pièces du puzzle en vrac, avec certaines déjà qui commencent un petit peu à se relier, on sent des liens, mais c'est pas très très clair. Et la deuxième moitié, c'est la descente, mais dans le sens où c'est une grosse accélération et ça fait des loopings. C'est-à-dire que la deuxième moitié, c'est la révélation, c'est la construction totale du puzzle, tous les fils narratifs qui se dénouent, tout qui s'éclaircit, et c'était absolument incroyable. J'ai adoré cette lecture.
Je pense qu'il faut vraiment pas du tout le comparer à Station Eleven parce que sinon c'est sûr que vous allez être déçus. On n'est pas du tout dans le même schéma narratif dans la mesure où ici il y a vraiment beaucoup de sous-texte. C'est très riche en sous-texte et c'est très riche en réflexion et ça a ce côté un petit peu méta où on va regarder les choses se construire et comment elles se construisent. Je sais pas bien comment vous expliquer, mais il n'y a pas autant d'action qu'il peut y avoir dans Station Eleven. On n'est pas dans l'action ici, pas beaucoup en fait. C'était hyper bien fait, c'était hyper intelligent, c'était hyper intéressant. Les personnages sont extrêmement réalistes, bien faits, bien pensés, touchants. J'ai été très admirative encore une fois de la capacité de l'autrice à créer une situation aussi emmêlée, aussi complexe, tout en étant très claire, mais relativement complexe, où on se demande mais comment ça va se démêler. Et tout se démêle facilement, il n'y a même pas besoin de se creuser la tête, elle vous donne tout, et vous êtes spectateur, spectatrice de tout qui se met en place et qui... vous savez, c'est vraiment cette petite lumière qui s'allume et où ça fait ting, et vous dites ah mais oui, et vous comprenez, et c'est génial, j'adore ce genre de roman, où il y a un moment où vous avez un déclic et tout se met en place et tout est clair et évident, et vous dites mais c'était vraiment une prouesse d'avoir fait ça, quoi. Et vraiment ici, il y a ça. J'ai aussi beaucoup aimé la plume parce que j'ai trouvé qu'autant il y avait des moments qui étaient presque drôles, presque légers à certains moments. J'exagère un peu, mais avec ce côté un peu cynique, ouais, un peu humour noir, voilà. Typiquement au début, on a un personnage qui va se retrouver dans une situation qui est un petit peu, un peu drôle, enfin oui et non, mais quand même, il y a un côté un peu humoristique dans la chose. Autant à d'autres moments, on va être dans des situations où les personnages sont ont des réflexions tellement réelles et proches de ce qu'on peut vivre et penser et voir, qu'on est forcément touché en fait, et on sent l'humain derrière la plume, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Il y a une plume qui est d'une qualité incroyable, qui est extrêmement touchante, vibrante, pleine d'émotions, enfin qui vous fait passer plein d'émotions, et moi j'ai adoré. J'ai totalement adhéré à l'intégralité de l'ouvrage, du début à la fin. J'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter quand il fallait que je m'arrête, pour x, y raison. Je voulais savoir où ça allait. J'ai été très admirative aussi de sa capacité à traiter le voyage dans le temps et à en faire quelque chose de logique, de cohérent, de qui passe en fait, qui est clair, qui n'est pas complexe et qu'on comprend très bien, puisqu'il y a une thématique autour du voyage dans le temps qui est hyper intéressante. Je vous parle de toutes ces thématiques en vous précisant quand même que vraiment la première moitié, on est dans l'observation des faits. Donc tout ça n'apparaît pas encore en fait. On est vraiment dans des situations très précises avec des personnages très précis qui vivent ce qui est décrit dans le résumé et qui ne le comprennent pas. Et vous, vous êtes observateur de la chose en vous demandant ce qui se passe. Mais c'est vraiment tout ça, enfin toutes ces thématiques-là sont pas forcément hyper abordées dans la première moitié. Mais en même temps, c'est pas un spoil parce que ça vous dit rien de ce dénouement. Bref, vous verrez si vous le lisez. Sachez que dans la première moitié, beaucoup de thématiques sont abordées en sous-texte, pas que en sous-texte, que ce soit autour du colonialisme, du sexisme, du rôle social des femmes dans les sociétés, que ce soit aussi autour des différentes, comment dire, des différents milieux sociaux, enfin voilà, selon ses moyens, etc. Il y a plein de choses abordées qui sont hyper intéressantes et je vous dis, c'est dans certains de ces moments, et notamment avec le personnage d'Olive qui est autrice, où on a l'impression d'entendre presque l'autrice parler et c'était vraiment très fort, c'était très bon, c'était beau, c'était intelligent, j'ai adoré, je vous le recommande plus, vraiment très bonne lecture. Nous allons très rapidement passer, je vais plus l'évoquer que franchement rentrer dans les détails, à 2 mangas que j'ai lus ce mois-ci. Donc j'ai lu le tome 8 de Frieren, puisque mon frère m'a offert les tomes 9 et 10, et que le 11 sort en janvier en français je crois. Donc j'ai lu le tome 8, puisque je pouvais continuer en sachant que j'avais encore un tome ou deux qui m'attendaient derrière. Je vais essayer de les étaler sur novembre et décembre. C'était un très bon tome où on est reparti plus dans l'aventure et donc on est sur plein de petits épisodes au sein d'un seul tome. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Frieren, c'est ce côté parfois plusieurs tomes pour parler d'une chose et d'un événement et parfois dans un tome il y a plein de petites aventures et du coup cette variation de rythme fait qu'on ne s'ennuie pas et que ça passe bien. Je trouve que Frieren pour le coup est un manga qui est vraiment très riche et qui aborde beaucoup de choses, parfois en les effleurant, parfois en rentrant plus dans le sujet, mais c'est bien fait, c'est intelligent, c'est intéressant. Je vous remets en barre d'infos peut-être le vlog où je parle du tome 1 si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle parce que je ne vais pas refaire le résumé. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome, j'ai très envie de continuer et je me freine un petit peu parce que si je continue, eh bien après j'aurai plus grand chose et il va falloir attendre janvier. Donc je vais essayer de repousser un petit peu la lecture du 9 plus tard dans le mois et du 10 en décembre.
Et voilà, donc excellente lecture, je vous recommande toujours, je ne m'ennuie et je ne me lasse pas du tout de cette saga. Dernier manga que j'ai lu et je ne l'ai plus... Ah si, je l'ai encore. J'avais oublié que je ne l'avais pas ramené. C'est Le Renard et le Petit Tanuki, donc de Mitagawa, qui est un manga très très mignon et très chouette, où on va retrouver ce renard qui est une espèce de démon surpuissant qui a été bridé par une déesse parce qu'il avait fait plein de choses pas très bien, et il va se retrouver un petit peu en punition avec ce collier qui bride ses pouvoirs et à devoir s'occuper de ce petit tanuki qui est beaucoup trop mignon. Et donc on va suivre eh bien, à la fois leur relation, la manière dont le renard va petit à petit un petit peu s'impliquer dans la vie de ce petit tanuki qu'il rejette complètement au début, et aussi eh bien, l'aventure qui se met en place. C'est un tome 1 qui est assez introductif mais qui est très chouette. Je suis vraiment fan des dessins, moi j'aime bien ces dessins qui sont très mignons, très kawaii, très jolis avec des... Enfin c'est très typique manga mais moi j'aime beaucoup donc ça m'a beaucoup plu. Je vais continuer, je vais aller emprunter en médiathèque, je vais prendre la suite et je vous en reparlerai pour voir comment ça évolue. Mais c'est très très chouette. Donc j'ai pas grand chose à vous dire très sincèrement, c'est un manga, ça se lit très vite mais vous avez à peu près la teneur de l'histoire. Voilà, c'est tout pour ce dernier bilan d'octobre, qui aurait été plus long que les autres parce que j'ai mis plus de lecture, mais au moins comme ça, c'est fait, on va pouvoir attaquer les bilans de novembre. Je ne sais même pas du coup si j'aurai de quoi vous faire un bilan de novembre la semaine prochaine, puisqu'à l'heure actuelle, je n'ai lu que 3 livres, je crois. Nous verrons bien. Bref, comme toujours, si mon contenu vous plaît et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous font envie, si voilà, vous n'en connaissiez pas certains et ça vous tente ou que sais-je. Soit, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!